Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le compte de cette émission Covid-19 à vos questions ce vendredi 14 août 2020 avec notre invité docteur Sosinou Aoussi, épidémiologiste, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous allons bien sûr débattre de ce thème, Togo Covid-19, le point de la situation. Bonsoir, docteur, et merci d'honorer notre plateau pour une fois encore. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le plateau ce soir. C'est toujours un agréable plaisir d'être avec vous ici et échanger avec vous pour permettre à la population de comprendre la situation actuelle de Covid-19 au Togo. Si nous vous recevons ce vendredi, bien sûr, 14 août 2020, c'est parce que depuis quelque temps, on a comme impression que la situation devient de plus en plus alarmante et il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour quand même réveiller certains qui demeurent toujours symptomatiques en considérant que cette maladie-là n'existe pas vraiment et puis on renoue avec les vieilles habitudes. Vous avez parfaitement raison parce que depuis un peu plus d'un mois déjà, nous assistons en moyenne à plus d'une dizaine de cas par jour. Et vous savez que quand on prend le taux de létalité de la maladie, globalement dans le monde c'est autour de 7%, mais précisément dans les contextes des pays où la prise en charge de la maladie pose problème, ils peuvent aller jusqu'à 15 voire 18%. Alors, si nous supposons que la létalité est autour de 10%, ça veut dire que chaque 10 cas que vous obtenez, vous avez un mort derrière. Et réellement, depuis plus d'une semaine, nous assistons quasiment tous les jours à au moins un décès lié à Covid-19. Ça veut dire que la situation va de mal en pire. Et nous avons intérêt à communiquer davantage. La population également a intérêt à suivre les directives, les règles de mesures barrières édictées par le gouvernement pour que chacun puisse se prémunir vraiment de cette maladie. Alors, qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Parce qu'au départ, on a comme impression que comme on dit dans l'armée, les gens sont rentrés dans l'ordre. Enfin, on a quand même plus ou moins une compréhension populaire de la situation. Les gens ont quand même compris qu'il faut respecter les gestes barrières. Mais après 3 mois, 4 mois, un relâchement total, qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Au fait, effectivement, c'est parce que nous avons très bien agi. Nous avons agi à tel point que la maladie avait de la peine à rentrer dans le pays. Et bien évidemment, il était arrivé à un moment donné où beaucoup de gens ont cru que nous ne sommes pas vulnérables. Il y a eu un relâchement du respect des mesures barrières et aujourd'hui, vous voyez les résultats. Et donc, c'est le lieu ici de rappeler à la conscience collective pour que nous puissions revenir à nos instincts. Le départ qui était le respect strict, le port de masque, le lavage systématique des mains à l'eau et savon, ou à défaut, vous avez un gel hydroalcoolique, vous appliquez régulièrement. Le nettoyage des surfaces, comme le plateau ici. Oui. Et ce qui a été fait d'ailleurs avant votre arrivée par le service technique qui est là. Tant que vous pouvez, les espaces confinés doivent être aérés. Comme votre studio ici, si vous pouvez, il faut laisser aérer. Toutes ces mesures-là permettent donc d'abasourdir le mal et donc de diminuer considérablement le risque de se faire infecter. Dans vos véhicules, si vous pouvez conduire, je ne dis pas de mettre le chauffeur en chômage, mais il faut conduire vous-même. Mais si vous n'êtes pas des concours de circonstances, vous êtes obligé de vous faire conduire par un chauffeur, s'il vous plaît, portez vous le masque. Le chauffeur aussi doit porter son masque. Et couvrant bien sûr la bouche et le nez. Voilà. Il y a quand même un problème. Aujourd'hui, on a senti qu'avec la maladie à coronavirus, quand le chef de l'État s'adressait à la nation, nous étions le 1er avril dernier, plusieurs directives ont été données afin de pouvoir mieux circonscrire la
maladie dans tout son ensemble. On a vu, vous qui êtes bien sûr les professionnels du domaine, vous étiez dès le départ jusqu'à ce moment toujours à la front pour pouvoir circonscrire le mal. Mais au jour le jour, on voit des comportements, quand bien même que la sensibilisation continue, que ce soit au niveau de la population dans tout son ensemble, au niveau des marchés, au niveau bien sûr de nos débits de boissons, bars et autres, et avec peut-être l'allègement de certaines mesures restrictives au départ. On a compris carrément que c'est peut-être ça qui amène à cette situation où, bon... En partie, oui. Bon, je ne vais pas te laisser déterminer ou citer ici tous les déterminants qui ont concouru donc à l'introduction effective de la maladie dans la communauté. Mais je peux vous dire que dans notre communauté, il y a ceux qui font la défiance, ceux qui ne veulent rien respecter, et puis ceux qui respectent, peut-être parce qu'ils ont compris, peut-être parce qu'ils ont peur, etc., etc. Alors, dans les conditions actuelles, le gouvernement a pris des dispositions réglementaires pour la fermeture des bars. Et je voudrais saluer ici les maires. Qu'on ferme les bars Bien sûr, c'est interdit. L'ouverture des bars, c'est interdit. Et les discothèques, c'est interdit. C'est interdit. Actuellement ou bien c'était acté depuis? C'est interdit. Vous avez même vu tout récemment une note circulaire, pas une note circulaire, un arrêté interministériel qui avait été signé également par le ministre du Tourisme et de l'administration territoriale pour rappeler cela. Donc, c'est l'application. Et c'est pour ça que je disais que je veux saluer les maires. Il y a des maires qui ont pris déjà des dispositions pour l'application effective de ces dispositions réglementaires. Et nous voulons les saluer ici. Et inviter tout de même les autres maires, les conseillers municipaux, à faire appliquer donc ces dispositions-là. On ne peut pas, une fois qu'on a fait les élections locales, on ne peut pas tout attendre du niveau central. Donc chacun doit se mouiller. Pas dans la violence, mais dans la persuasion et au besoin dans la dissuasion pour que les gens puissent respecter les mesures barrières. Vous savez, au Sénégal, la semaine passée, dans le week-end, ils ont fait le point de la situation. Vous savez que l'épidémie là-bas est arrivée à un niveau très, très, très élevé. Nos pays voisins, que ce soit de l'Est ou du Nord, on ne comprend plus grand-chose parce qu'ils ne déclarent plus régulièrement les cas. De même chose que l'arrière-pays de l'Est, je vais parler du Nigeria, nous ne pouvons pas être certains qu'ils rapportent quotidiennement les cas tels que nous le faisons au Togo. Mais le Sénégal rapporte régulièrement. Et j'ai lu un bulletin du Sénégal, et je crois que c'est le samedi ou le dimanche. Actuellement, ils ont près de 150, en tout cas le jour-là, ils avaient plus de 150 aux soins intensifs. 150 aux soins intensifs, et 39 à la réanimation. 39 à la réanimation. Si nous ne savons pas faire, nous allons en arriver là. En Afrique du Sud, on assiste aujourd'hui à plus d'une centaine de morts tous les jours. Ils avaient même atteint, il y a 2 semaines environ, 500 morts, plus de 500 morts tous les jours. C'est ça un peu la réalité. Et quand ça va arriver à cette situation catastrophique, je ne suis pas sûr que nous avons suffisamment. Le gouvernement, certes, a acheté beaucoup d'équipements pour nous, en tant qu'agents de soins. En tout cas, du moins pour nos personnels de soins. Nous, on est du côté administratif pour pouvoir sauver les gens. Mais si vous avez un nombre très élevé, vous-même, votre capacité d'action sera émoussée, voire dépassée. C'est de ça il s'agit. Dans cette épidémie, c'est d'éviter d'arriver au pire, d'arriver à un nombre impressionnant. La maladie est hautement infectieuse. Une seule personne infectée, s'il ne se protège pas, s'il ne le sait pas, et si elle se balade partout, elle a le potentiel d'infecter plusieurs dizaines de personnes avant de guérir. C'est décrit même ailleurs que certains, dans les milieux les plus bondés, vous prenez les villes les plus bondées, les plus denses, une seule personne peut transmettre à plus de 500 personnes la maladie.
Vous avez une personne qui va mourir pour chaque 10 personnes infectées par jour. Si vous ne commencez pas à compter 100 personnes par jour, soyez sûr que vous avez une dizaine de morts par jour. 5 à 10 morts selon que vous êtes à 5% de létalité ou 10% de létalité. Et plus le nombre d'infections augmente, plus vous avez des morts derrière. Et vous avez vu des décès records. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de débats sur la létalité de la maladie. Est-ce qu'on est décédé de Covid ou bien on est infecté de Covid et on est décédé d'autres maladies? Quelles que soient les circonstances, le fait que la personne soit diagnostiquée Covid+, et qu'il en est mort, si Covid n'est pas devenu un facteur aggravant pour pousser la personne à la mort d'une maladie préexistante, c'est plutôt la maladie préexistante qui va devenir le soubassement de la mort que le Covid va entraîner. C'est pour ça qu'en France, vous vous rappelez bien, et dans les EHPAD et aussi dans les hôpitaux, quand on a cumulé les morts, on s'est rendu compte qu'il y a un peu plus trop de morts. Dans tous les pays avancés, quand ils ont fait les statistiques du nombre de morts à la même période de l'année passée, 2019, comparé à cette année, on s'est rendu compte que Covid a contribué à éteindre la vie à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Nous, comme nous le disons, c'est mieux que les gens respectent, en tout cas la population respecte les mesures de prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. Il n'est pas aisé de réanimer quelqu'un. La personne peut être réanimée, il va vivre. Mais il se peut que cette personne vive avec des séquelles qui vont lui faire souffrir tout au long, pour tout le reste de sa vie. Parfait. Donc nous voulons inviter la population à respecter les mesures barrières. Vous n'êtes pas obligé de faire des accolades, c'est interdit. Ne serrez pas les mains quand vous saluez. Lavez régulièrement les mains. Ayez le souci de l'hygiène. Ayez le souci de rester distant vis-à-vis de votre voisin. Surtout dans les moments festifs, les gens oublient très rapidement, surtout quand ils veulent se servir à manger. Tout le monde s'agglutine devant la nourriture, puisque au moment de manger, vous êtes obligé d'ôter votre masque. Les gens oublient, ils ôtent leur masque et tout le monde s'agglutine devant la nourriture. C'est des situations que nous devons essayer d'apprendre à modeler pour un meilleur vécu dans les circonstances actuelles. Si vous voulez, je continue. Oui. Bien avant de vous laisser continuer, il y a une situation qui s'était présentée tout récemment. On voit un peu les chiffres qui augmentent un peu, et finalement on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Et certains facteurs aussi cités, c'est la fête dans certaines régions du Togo, traditionnellement parlant, et surtout que peut-être dans les plateaux bientôt, c'est la fête des ignobles et autres là. Est-ce que ça peut être vraiment un autre facteur maintenant, bien sûr, à la contamination en masse de cette maladie à coronavirus, comme l'ont souligné certaines personnes? Merci beaucoup, Mathieu. Je voudrais vous dire que le Togo, c'est un pays très discipliné, de par sa nature, de par l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Mais nous ne vivons pas en autarcie, nous ne vivons pas isolés. Ce qui fait que nous avons beaucoup de communautés sous-régionales, je vais dire de la CEDEAO et au-delà dans le pays. L'effort que le gouvernement fait, l'État fait pour contenir la maladie au Togo, ce n'est pas la même chose, même dans les pays voisins, limitrophes du Togo. Ce qui fait que nous avons eu beaucoup de désinformations venant soit des Togolais vivant dans ces pays, soit des non-Togolais qui sont rentrés au pays et qui sont revenus au pays. Et puis avec le système, la technologie d'information et de communication, et les gens font la désinformation pour inciter la population à ne pas respecter les mesures barrières. Mais ce qui est intéressant, beaucoup de personnes respectent ces mesures barrières. En effet, lors de la fête de Tabaski, et même en dehors de la fête de Tabaski, les cérémonies de mariage, je veux parler en milieu musulman, mais ce qu'on voit, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que prônent les hauts dignitaires religieux musulmans au Togo. Parce que j'ai eu à discuter.
Vous avez suivi des débats des imams sur le plateau. Oui. Donc, c'est un travail de discipline familiale dans les ménages que chacun doit s'engager à faire pour corriger cela. Précisément dans la préfecture de la Kosa et à l'est, dans la préfecture de la Bina, il y a eu des fêtes. Singarim, du côté de la Bina, et puis, comment on appelle, la fête Akara, là. Et voilà. Et voilà. Ah ben c'est quand même reporté, non? Au-delà de Vala, il y a eu une autre fête qui se fait tous les 5 à Kondona, qui avait été organisée. Il y a aussi Akouéma aussi qu'il faut faire aujourd'hui. Je vous assure que nos cadres de Lomé qui ont quitté pour Akara, juste pour une participation familiale, c'est ce qui a été conseillé par les chefs traditionnels de la Kosa. Ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce que qu'est-ce qui s'était passé? Il y a certains fils de la Kosa ou de la Bina qui habitent dans les pays voisins. Le Nigeria, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, où il n'y a pratiquement pas de mesures restrictives. Alors, ils sont venus intoxiquer la mentalité en tout cas, ceux qui sont restés, en tout cas, des autochtones, je peux dire. Et que cette maladie n'existe pas. Ça a entraîné totalement une déviance de comportement. Les gens organisaient les cérémonies pêle-mêle en famille, mais quand vous voyez les images, c'est choquant. Aujourd'hui, nous assistons malheureusement aussi à une poussée. Et puisqu'on parle bien sûr de la poussée dans cette région-là et puis de la... C'est surtout dans Tchaoudjo et dans la Kosa, et c'est très inquiétant. Et dans la Kosa, je crois qu'on essaie d'éteindre un peu le feu grâce au dynamisme du comité local de gestion de riposte au Covid-19 qui est dirigé. Vous savez que le CLGR est dirigé par les préfets, donc le préfet de la Kosa, assisté bien évidemment dans sa tâche avec du directeur régional de la santé, du directeur préfectoral de la santé, font un travail magnifique. Les maires, tous les cadres du milieu qui participent donc aux travaux, donc je voudrais leur tirer chapeau. C'est le même effort qui est fait actuellement à Sokoré, où il y a un déni d'une frange de la population de la maladie. Ah oui. Ah bon? Ah oui, le premier décès. Et quand on parle bien sûr de couvent entre-temps, là, est-ce qu'il y a eu encore de couvent, vous savez que c'était des étrangers. Oui. C'était dans un couvent. Couvent, oui. C'est des étrangers, il n'y avait pas le fils autochtone ou natif habitant à Sokoré qui était dans le lot. Les premiers décès qu'on a eu à Sokoré, des gens s'étaient mobilisés même pour prendre le corps et le manipuler. C'est après multiples tentatives d'explication et puis l'aide aussi des leaders religieux, les chefs traditionnels là-bas qu'il faut saluer, le préfet, le DR de la santé, le directeur régional de la santé, le directeur préfectoral de la santé, tous les cadres qui les ont amenés. Et puis ensuite, on a eu des morts successivement. C'est pour dire que les gens doivent nous écouter et éviter le pire. La population de Lomé est beaucoup plus jeune. Dans les villages, de plus en plus, comme il y a beaucoup d'exodes ruraux, nous avons laissé beaucoup de personnes âgées dans les villages. Si nous leur apportons la maladie, ils vont mourir tous. Malheureusement aussi, les jeunes fragiles vont mourir. Vous voyez les décès des personnes relativement jeunes, de la quarantaine, de la trentaine même, qui meurent de Covid-19. Parce que peut-être ils ont des facteurs préexistants. Peut-être leur organisme n'a pas pu supporter la maladie. Et je donne un exemple. Vous pouvez être immunocompétent sans avoir la compétence immunitaire la plus absolue. Vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour vous défendre contre une maladie. Mais si vous avez une infestation massive, votre organisme n'aura pas le temps de produire l'immunité nécessaire pour que vous en mourrez. C'est pour ça aujourd'hui, est-ce que les gens doivent continuer par s'embrasser sur les lèvres? Oui, bien sûr. Si vous êtes une fille et vous embrassez un homme sur les lèvres
dans sa bouche et que vous avalez, alors que cet homme est infecté, et que vous avalez massivement C'est vite le fait. coronavirus, quelle que soit votre compétence immunitaire, l'organisme, c'est pas trop sûr que l'organisme ait suffisamment du temps de reconnaître l'ennemi invisible et de se défendre. Voilà aussi, là ça veut dire que l'inoculum est trop massif et que vous ne pouvez pas vous défendre. Bon, nous ne sommes pas là pour rentrer dans les détails physiopathologiques. Mais c'est pour dire simplement que cette maladie nous amène à changer de comportement. Nous avons espoir que les vaccins sont en cours de production. Quand on dit qu'on est arrivé à la phase 3 de l'essai clinique, quand chaque fois que je viens ici, j'essaie de décrire à peu près, ça veut dire qu'on est arrivé où, à un moment où l'efficacité thérapeutique du médicament est prouvée. Bon, c'est-à-dire ici, ce n'est pas un médicament, c'est du vaccin. C'est-à-dire c'est un vaccin qui donne de l'immunité. Mais il faut qu'on voit quel est le degré d'immunité, la durabilité. Et il faut voir aussi la susceptibilité d'autres personnes qui ont des morbidités existantes. Les sujets âgés, comment ils réagissent face à ce vaccin, tout en sachant qu'avec l'âge, la compétence immunitaire n'est pas aussi élevée que chez un sujet jeune. Et qu'avec l'âge aussi, on a d'autres maladies qui affaiblissent donc l'organisme, qui nous empêchent de réagir de façon, en tout cas, à nous prémunir aussi facilement contre ces maladies. Donc la phase 3 va permettre de sortir tous ces aspects-là, les effets secondaires et tout ça là, et permettre donc de décider réellement que ça, c'est un vaccin vraiment efficace. Et c'est en ce moment qu'on va passer à la production. Une chose aussi, c'est de trouver le vaccin. L'autre chose, c'est de trouver les intrants nécessaires, les matières premières, en quantité suffisante pour produire les milliards de doses dont on a besoin dans le monde entier. C'est une autre manche. C'est sûr que quand ce vaccin va être trouvé, les premières orientations demanderaient que ce soit les personnes fragiles qui soient vaccinées les premiers. Notamment les personnes à partir d'un certain âge donné, ça peut être 40 ans, 50 ans, et peut-être les diabétiques, en fonction de la quantité que vous avez. Et il y aura des indications particulières, le temps de produire suffisamment pour que tout le monde puisse avoir accès. Bref, avant l'arrivée du vaccin, port systématique de masques, surtout dans les milieux clos. En voiture, quand vous partagez la voiture avec quelqu'un. Si vous partagez le lit avec quelqu'un, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que ça c'est votre épouse ou votre enfant. Vous partagez, alors vous êtes obligé d'insister que quand ils sortent de la maison, d'adopter un comportement exemplaire pour ne pas ramener la maladie. À la maison, c'est la même chose. Si vos enfants ils ne vont pas à l'école, ils n'ont qu'à rester à la maison. Les visites entre enfants, ça peut être contaminant. Surtout que les enfants n'ont pas trop conscience du danger dont on parle. Donc voilà, bref, nous devons tout faire pour respecter toutes les mesures qu'il faut pour que nous ne soyons pas en danger, que le pays ne soit pas en danger. Alors, l'un des facteurs évoqués aussi, c'est cette petite réjouissance ou un défoulement après les travaux champêtres, puisque c'est un peu la fin de ces travaux champêtres-là dans les pays qui sont sur la côte ouest africaine, en particulier le Togo. Et il faut se défouler un peu après les travaux au bon point de vente de boissons locales et autres. Est-ce que ça peut être vraiment un facteur quand on sait par exemple que pour la boisson traditionnelle, Sodabi par exemple... Vous n'avez pas fait le village, sinon personne ne va s'asseoir autour de Sodabi. Sodabi, vous passez, vous prenez votre petit verre et puis vous continuez votre route. Justement, partagez ce petit verre avec d'autres. Oui, au fait, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la minimisation du risque. OK. C'est difficile d'aller dire aux gens aujourd'hui que jetez les verres que vous utilisez. Même à l'hôpital, nous ne jetons pas tous les outils. Vous opérez avec les pinces, vous les stérilisez après. Oui. Et vous les utilisez chez d'autres personnes. C'est peut-être d'apprendre à cette dame comment on rend le verre propre après l'utilisation.
Et le moyen le plus simple, s'ils ont du chlore, ils mettent 10 comprimés de chlore dans un seau d'eau de 20 litres et puis ils utilisent ça pour rincer le verre, tout simplement. Ils rincent le verre et puis c'est fini. Ça va de même pour celles qui vendent bien sûr de tchouk. Hein? Pour le tchouk, c'est là où ça se pose comme problème. Le tchouk, comme le tchouk n'est pas très, très, très dosé en alcool, les gens ont tendance à s'asseoir au pot de tchouk comme on le fait pour la bière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui. Sodabi, si vous avez vraiment fait le village, vous savez qu'il n'y a personne qui vient. Les gens ne viennent pas s'agglutiner. Et puis, alors, à moins que vous appartenez au club de voyous. Sinon, quand les vieux s'asseyent, si c'est pour discuter, ils discutent. Après, on sert Sodabi à tout le monde. Et puis, voilà, vous continuez votre route. Si vous revenez du champ, habituellement, si c'est un bon cultivateur et qui veut prendre l'alcool, il prend son verre pour exciter l'appétit entre griffes et puis mange. Vous voyez? Alors, c'est surtout autour des pots de tchakpa ou de tchoukoutou que le problème se pose. Vous avez des jeunes, c'est surtout ça qui est énervant parce que les personnes âgées, sages, ils ne vont pas s'asseoir. Ils ne vont plus. Hein, ils ne vont pas s'asseoir dans un tchakpalodrome. C'est plutôt les jeunes maintenant. C'est les jeunes. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas le boulot. Ils se plaignent de ci, de ça. Mais ils pensent que leur plaisir, c'est dans l'alcool. C'est de l'alcool lent, entre griffes. Bon, je ne sais pas si on peut définir. Ça ne saoule pas vite. On peut boire une première calebasse, puis une deuxième, et en fonction de la susceptibilité individuelle, en prendre tout au long de la journée. Je crois que c'est là. Et les gens s'infectent. Les gens peuvent s'infecter beaucoup. Et pendant ce temps, c'est du bruit, c'est des causeries et tout. Et vous ne pouvez pas boire avec le masque au visage, donc vous êtes obligé d'enlever, etc., etc. Voilà. Donc le message, ceux qui tiennent nos messages à l'endroit de la population doivent cibler ces zones. C'est la même chose que les discothèques. Souvent, c'est des jeunes. Les discothèques, est-ce qu'on les a vraiment rouvrir? Les dispositions réglementaires ordonnent la fermeture. Maintenant, il y a l'application. L'application. Vous savez, le gouvernement ne peut pas toujours être là tous les jours avec des agents de l'ordre et de sécurité, bâton à la main, en train de donner toujours des petits fessés aux gens pour toutes les circonstances de la vie. Qu'est-ce que chacun des citoyens lambda fait pour pouvoir faire appliquer ces mesures-là? D'autant plus que l'application collective de ces mesures nous prévient de la maladie. C'est là où la question se pose. Cela demande une implication de nous tous pour que nous puissions véritablement continuer à maîtriser l'évolution de cette maladie jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin et nous allons sortir d'affaire. Parfait. On va s'intéresser un peu aux frontières. Hein. Les frontières du Togo, on a vu depuis le 15 dernier, si j'ai bonne mémoire. Non, le 15, le premier dernier, le Togo a ouvert, bien sûr, ses frontières aériennes. Pas ses frontières, mais les frontières aériennes. Les frontières maritimes, terrestres, maritimes ne sont pas fermées. Parce que vous savez que les bateaux viennent tout le temps. Oui. Puisque les frontières maritimes chez nous, d'ailleurs, ce n'est pas des frontières de circulation de passagers. C'est la circulation des biens et des marchandises, n'est-ce pas? Le Togo n'a jamais fermé ses frontières sur les biens et les marchandises, n'est-ce pas? Oui. La frontière aérienne a été ouverte le 1er août. La frontière terrestre reste fermée pour les passagers. Mais elle reste ouverte pour les biens et les marchandises. Oui. Voilà la situation. Alors, justement, parlant bien sûr de cette frontière aérienne qui a été rouverte, et comment ça se fait pratiquement, le contrôle au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Adema à Lomé? Je veux dire d'abord chapeau au comité national de crise. Je suis très admiratif du travail que le chef de l'État fait, puisque c'est lui qui est le président du comité national de crise. Bravo à tous les secteurs gouvernementaux qui se sont impliqués dans cette tâche. Bravo à la CNJR. Bravo particulièrement au
au DG de l'Agence nationale de l'aviation civile. Le colonel Lamayata. Puisque c'est lui qui a suivi la mise en œuvre de bout en bout. Il a supervisé de bout en bout. Et le colonel Djibril, qui est le coordonnateur de la CNGR, ils ont travaillé ensemble, nous, à l'appui, pour définir tous les circuits. Madame le ministre de l'économie numérique, pour mettre tout ce qu'il faut pour sécuriser. Et le Togo est cité un exemple. J'ai un ami qui est rentré il y a 48 heures. Il dit qu'il a quitté la Suisse pour prendre l'avion à Paris, Charles de Gaulle. Que quand ils étaient arrivés, les gens disent waouh, le Togo là c'est un pays trop sérieux parce que les autres pays ne foutent rien. Vous voulez aller à Abidjan ou ce que vous voulez, vous prenez votre avion. Chez nous, vous êtes infecté, vous n'arrivez pas parce que si vous n'avez pas montré un certificat de test négatif, vous ne montez pas à bord. Au début, c'était pas systématique et les 2 premiers vols, on s'est rendu compte qu'on trouvait 1 à 2 cas positifs. Vous voyez qu'ils ont mis en danger la vie des autres qui étaient à bord de l'avion. Maintenant, c'est systématique. L'ANAC, le DG de l'ANAC a signé une circulaire obligeant toutes les compagnies, avant d'aborder l'avion, il faut que vous puissiez montrer un certificat de test Covid négatif. Mais tenez-vous, ça ne suffit pas. Quand vous atterrissez à Lomé, vous êtes conduit systématiquement à une salle de prélèvement où on vous fait encore le prélèvement. Avant de vous laisser faire le reste des formalités, vous rentrez chez vous à la maison. Quand vous rentrez sur le territoire national, vous êtes astreint à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Et comme vous avez laissé votre numéro de contact, si vous n'en avez pas, on vous en donne un. Ceux qui rentrent au Togo, qui n'ont pas de numéro de téléphone sur le territoire national, on leur en donne un. Et le lendemain, quand les résultats sortent, on les leur communique. Ça aussi, ça ne suffit pas. Quand vous voulez sortir même du Togo, le Togo ne veut pas mettre en danger les autres pays du monde. Vous faites le test. Si vous êtes positif, nous on vous prend, on vous garde jusqu'à guérison avant que vous puissiez refaire votre formalité de vol. Et pour ça, le DG de l'ANAC aussi a eu encore une dérogation auprès des compagnies pour que ces personnes qui sont testées, infectées alors qu'ils doivent prendre le vol, ne soient pas pénalisés sur leur billet quand ils finissent leur traitement et qu'ils doivent partir. Donc, vous voyez, c'est un travail formidable qui est fait. Le ministère de l'économie numérique, le ministère de l'économie numérique a potentialisé la connexion Wi-Fi pour que les gens ne viennent pas et puis commencent pas à chercher où est-ce qu'ils peuvent recharger et tout ça là. Vous avez le Wi-Fi gratuit. Vous avez tout un système de fumigation dans lequel, quand vous passez, tout votre habillement est désinfecté. Avec la CNGR, un laboratoire, d'ailleurs aujourd'hui, on en a fait la réception provisoire, la CNGR, avec l'appui du ministère de la Santé, un laboratoire de haut niveau est installé là-bas sur place à l'aéroport, où quand les gens reçoivent leur prélèvement, il s'est testé sur place et avec un réseau compétent de communication mise en place par le ministère chargé de l'économie numérique, vous aurez votre résultat dans les 24 heures suivant le prélèvement. Vous voyez que ça, c'est beau, ça. Et on donne l'exemple dans l'Afrique. Oui, c'est bien tout ce que vous avez eu à dire, monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais il y a certaines personnes qui disent qu'il y a certains petits couacs constatés celle-là. Oui, mais vous savez que... L'application de tout ce que vous avez dit à l'aéroport. Vous savez, nous avons une éducation au Togo qui, je ne sais pas si c'est une éducation collective. On ne sait pas apprécier. Ok. Vous savez, parce que les Togolais sortent peu. Si c'est que les gens sont allés simplement dans les pays voisins et ils ont fait ne serait-ce qu'un mois, il y a ce qu'on appelle en anglais le choc et le contre-choc. Quand vous arrivez dans un pays dont vous avez toujours rêvé y aller, quand vous arrivez premièrement, vous avez tout ce que... Vous allez être admiratif de tout ce que vous allez voir. Mais quelques moments après, il faut vivre longtemps, au moins 2 mois,
1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir le contre-choc. Puisque c'est après un temps, 2 semaines, 3 semaines en l'an, que vous allez commencer par faire les vraies comparaisons dans votre vie. Et c'est là où les gens se rendent compte que, au Togo, chez nous, au Togo, c'est mieux plus qu'ailleurs. Quand vous allez dans les pays de la sous-région, les Béninois, les Ghanéens, quand ils viennent au Togo, je vous assure qu'ils apprécient. Nous faisons de bonnes choses. Mais c'est quoi que dont vous parlez? Nous sommes disponibles. Le numéro vert reste toujours le 111. Nous n'avons pas dit que nous sommes parfaits à 100%. On n'a pas dit que la CNGR est parfaite à 100%. On n'a pas dit que l'ANAC est parfaite à 100%. Nous attendons ces remarques. Surtout des remarques suivies de propositions concrètes. Constructives. Et non juste des critiques. Des critiques. Parce que parfois, vous savez, stériles. quand j'écoute certaines personnes débattre, sans dire que ça donne la nausée, c'est comme il faut couper, il faut éteindre rapidement le son pour ne plus écouter ces années. Nous voulons être encouragés, nous aussi. Il faut que le Togolais apprenne à s'encourager, ce qui va nous faire avancer. Mais si nous restons toujours dans le pessimisme, nous ne pouvons pas avancer. Parfait. Voilà. On a, entre-temps, eu cette information selon laquelle, au port autonome de Lomé, il y a eu des contaminations ça et là. Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Donc, vous savez que c'est des entreprises. Si vous prenez l'entreprise, j'ai oublié le nom, la première entreprise qui fait partie des entreprises de la zone franche, l'infection est partie d'un cas suspect. La personne s'est présentée dans une clinique de la place. Okay. Les symptômes étaient évocateurs de Covid-19. Et quand on a fait le test, c'était vraiment positif. Une fois que c'est positif, tous ceux qui étaient dans son dortoir, on les a testés. Plus de 80% parmi eux aussi étaient positifs. Okay. Nous avons élargi alors le test aux autres qui sont dans la même entreprise, un peu comme ici, là. Comme Niwa Télé, le groupe Niwa. On a encore trouvé près d'une dizaine positifs. C'est ça qui a abouti donc à la fermeture de l'entreprise. Nous avons fermé l'entreprise. Nous avons procédé au ratissage large. Plusieurs centaines de personnes ont été testées, ce qui a permis donc de maîtriser le mal, jusqu'à leur famille, ce qui a été permis de... Plus récemment, c'est une entreprise où c'est les transitaires qui viennent déposer les dossiers pour faire les papiers de transit, pour récupérer leurs conteneurs, etc. etc. Dans ce bureau, il y avait eu quelqu'un également qui a eu les signes de la maladie. On l'a testé dans la clinique, là c'est positif. Et nous sommes venus prendre tout le reste du bâtiment. Ils sont positifs, sauf un. Donc, ça nous a poussé à faire un ratissage également large. Le processus est quasi terminé maintenant parce que tous ceux qu'on a suivis, qui étaient mis en quarantaine, beaucoup d'entre eux, ceux qui sont positifs, on les a traités. Ceux qui sont négatifs, on les a suivis jusqu'à ce qu'ils sortent de leur quatorzaine. Voilà. C'est comme ça s'est passé. Ne soyez pas surpris que dans une entreprise où les gens vivent dans les milieux confinés, et l'infection Covid débarque. Ça va y débarquer. Le plus important, c'est de bien gérer cela. Là où les gens sont infectés, mais n'ont pas les signes de la maladie, c'est ça qui va entraîner la propagation de la maladie. C'est pour ça que nous rappelons toujours que le numéro 111 est ouvert. Dès que quelqu'un sent des signes évocateurs de la maladie, notamment la fièvre, les maux de gorge, vous humez un aliment, mais vous ne sentez plus l'odeur. Ou bien vous mangez, mais vous n'avez plus de goût. Vous toussez, vous éternuez, le nez coule. Appelez le 111, on va vous orienter vers un numéro pour qu'un prélèvement soit fait, pour que l'investigation soit faite. Et si à l'investigation, on trouve que ce que vous décrivez ou ce que vous présentez, c'est évocateur de Covid-19, on vous prend tout de suite, on vous fait le test et les résultats vont nous situer. C'est la même chose dans les formations sanitaires pour saluer nos collègues, nos confrères, tous les agents de santé, que ce soit médical, les agents médicaux comme les agents paramédicaux. Je voudrais ici les féliciter pour tous les efforts qu'ils font au quotidien, non seulement pour la gestion de Covid,
mais la gestion au quotidien de la souffrance de l'homme. Ils font un très très grand travail et leur dire ici que les autorités sont à leur écoute. Et chaque fois qu'on peut, on les accompagnera toujours dans le processus pour continuer par sauver la population. Entre-temps aussi, on a eu vent de cette contamination aussi dans les écoles à Soudoux. À Soudoux, effectivement, le chef de l'État a eu une idée magnifique d'autoriser cette proposition que la CNGR avait soumise. Comme quoi, tous les élèves, vous savez qu'au Togo, il y a des élèves des pays voisins qui vivent de l'autre côté de la frontière, mais qui fréquentent dans le pays. Le protocole anciennement établi, c'est que tous les voyageurs rentrés dans le pays devaient être testés. Ici, on a ajouté, si vous êtes à Plaou et vous fréquentez à Kodjovia-Kopé, vous devez bénéficier d'un prélèvement. C'est ce qui a été fait. Et du côté de Soudoux, il y a une élève qui habite de l'autre côté du Bénin et qui fréquente. Et on fait le test chez lui. Gisèle, c'est positif. Mais il s'est fait que dans cette communauté particulièrement, les gens n'étaient pas enclins ou très bien informés du respect des mesures barrières. Et dans la foulée, tous les tests établis, on s'est rendu compte que, y compris celle qui était le premier cas, on s'était retrouvé avec 20 personnes infectées, y compris un enseignant. Conséquence, la décision prise par les autorités, c'est de fermer cette école, de boucler la zone, de tester massivement plusieurs personnes pour que Soudoux ne soit pas le foyer de contamination et de départ de la maladie pour une envergure nationale incontrôlable. C'est ce qui s'est fait et le gouvernement a mis en place tout ce qu'il faut. Les agents de santé ont été déployés. Ça, c'est du côté du ministère de la Santé. Du côté du ministère de la Sécurité, la force antipandémique a été déployée pour boucler la zone. Du côté du ministère des Finances et du développement à la base, le fonds Novici, vous savez, pour aider la population. Du côté du ministère... Il va falloir que vous rameniez encore ce fonds-là, pas seulement dans ce contexte-là. Pour ça a aidé plus de la SG. Alors, si vous rencontrez le chef de l'État, vous lui expliquez. Je vais vous décrire ce qui s'est passé là-bas. Vous avez fait une bonne et belle initiative que vous je vais vous dire bien ce qui s'est passé là-bas. Avec l'ANADEB, le ministère des Affaires sociales, vraiment la gestion là est multisectorielle. C'est pour ça qu'il faut tirer chapeau à la CNGR, parce que la CNGR, c'est la coordination multisectorielle qui pose les problèmes en temps réel. Et suite aux orientations du chef de l'État, le gouvernement s'exerce et les choses sont faites dans la foulée. Le ministère du Développement à la base, le ministère chargé de l'action sociale. Rapidement, les gens ont eu les vivres et les non-vivres. Vous voyez, pour les soutenir, que boucler la zone, ils n'ont pas commis un crime. Ils ont juste eu la malchance que la maladie est rentrée dans la communauté. On leur a donné suffisamment d'intrants pour vivre durant le temps de bouclage. Les patients sont pris en charge gratuitement, comme toujours. Vous voyez ça? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, la population a compris que c'est vraiment leur bien. Eux-mêmes nous ont aidés à la bonne communication. Ceux qui ont été infectés se sont joints à nous pour parler à la population du strict respect des mesures barrières. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Parfait. Maintenant, le cas inquiétant, c'est Sokoré. Si ça continue comme ça, nous allons boucler Sokoré. Ça, c'est sûr. Parce que l'infection va trop dans tous les sens. Mais ce n'est pas moi, ma petite personne, qui décide du bouclage. Mais nous allons proposer ça. Nous allons proposer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les leaders religieux, les leaders communautaires, les imams, tout le monde s'active à conseiller la population. C'est pour ça que je veux tirer l'attention, en tout cas, tirer la sonnette d'alarme pour les récalcitrants, ceux qui font la désinformation, parce qu'il y en a beaucoup dans la zone, qui continuent pas à dire que la maladie n'existe pas. Ils ne doivent pas attendre de mourir eux-mêmes ou voir leurs parents mourir d'abord avant de croire. Je voudrais leur dire qu'ils doivent contribuer à faire respecter les mesures barrières. Sinon, la CNGR va proposer, on n'aura pas d'autre solution que de proposer le bouclage donc, de cette zone pour éviter que Sokoré soit le foyer de dissémination nationale incontrôlable donc, de cette épidémie.
Parfait. Merci beaucoup. Docteur, mais avant de se séparer, en 1 minute au plus, j'aimerais avoir le cœur net par rapport à un communiqué qui circule. Il y a environ 24 heures, une information selon laquelle le service de chirurgie et quel service là, CHU Sylvanus et de prématuré, voilà, sont faux, fermés. C'est faux et archi faux. Oh. Et puis, en plus, ça a été une fausse information manipulée. Et puis, on a dit que c'est vous qui avez signé le communiqué. Exactement, d'un message que j'ai envoyé aux directeurs régionaux. Les directeurs régionaux de la santé, tout comme les directeurs centraux, les directeurs généraux centraux, sont placés sous la responsabilité du secrétaire général. Il s'agit d'un message que j'ai envoyé aux directeurs régionaux de la santé, leur demandant d'améliorer la communication pour que les gens sachent qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas d'infection, donc ça suit le nombre de décès. Alors, un individu mal intentionné ou avec, je ne sais pas... Une arrière-pensée déplacée. Il est parti puiser des informations sur le CHUSO, je ne sais pas là où il a puisé, pour l'insérer dans mon message que moi j'ai envoyé au DR et puis la diffuser. Pour quelle intention, je ne sais pas. Nous avons apporté le démenti. Le CHUSO n'a aucun problème. Le bloc opératoire est fonctionnel. J'ai communiqué avec le directeur, les chefs de service. Et il n'y a absolument rien. C'est juste manipulé. Bon, de quoi pense que c'est pour faire du sensationnel. Mais je crois qu'on ne s'amuse pas comme ça. Le CHUSO, c'est l'hôpital national de référence. Merci. On ne peut pas s'amuser en pompant des fausses informations comme ça sur une entité nationale de référence qui sauve la vie. Bien noté. Merci beaucoup à vous, docteur Sossinou Aoussi. Je rappelle bien sûr que vous êtes bien sûr épidémiologiste, secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et notez, chers amis téléspectateurs fidèles bien sûr à cette émission, que le service de chirurgie de prématuré, ces deux services ne sont pas du tout contaminés. C'est une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux. Très bonne suite de nos programmes à vous tous, un peu partout. Et à Kpalimé, quartier Zomaï, vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bon week-end à vous tous et à très vite.